Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, en tout cas cette fin d'après-midi ici même, Bassin La Bouche chez Canal Austral bien entendu, pour cette émission, une émission consacrée à l'agriculture dans toute sa globalité. Et pour cela, on a avec nous la FDSEA et on va tout vous expliquer ce que c'est que la FDSEA avec son président, nouveau président, Dominique Gigant, qui est avec nous. Monsieur Gigant, bonjour. Bonjour. Aussi. Bonsoir, bonjour. Ouais, une belle voix cassée ce soir. Hein, on a bien milité ces derniers temps. C'est une voix, oui, qui me donne une particularité. Oui. Et tout le monde m'entend parler quelque part. Ils sont tous là, c'est Gigant qui est là parce que la voix est... Voilà. Élu comme président de la FDSEA le 23 décembre, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Et depuis, on l'a milité encore un petit peu, on l'a travaillé encore un petit peu, nous allons expliquer tout à l'heure. Mais ou même Dominique Gigant, c'est qui Dominique Gigant? Alors Dominique Gigant, c'est un agriculteur avant tout. Installé en 87 à Saint-Benoît, fils d'agriculteur, et rapidement devenu syndicaliste à travers les jeunes agriculteurs, pour commencer. Mon père même était à la FDSEA bien longtemps avant moi, et moi j'ai repris un peu ce flambeau. La FDSEA, le sigle, c'est Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. De la Réunion. De la Réunion. Exactement, exactement. On va aller, politesse oblige, avec Sarah Salali, hein, pardon, de l'autre côté, deuxième vice-présidente, hein, et toujours été dans la FDSEA. Alors non, moi je suis nouvelle, hein, je pense que je suis la dernière de l'équipe. Oui. Donc j'ai eu mon BPREA en 2019. Je me suis installée, mais comme Dominique, hein, fille d'agriculteur, mon grand frère est agriculteur toujours, dans la canne, donc... Tu ne veux pas nous te suivre, mais la suivre quand même, la filière agricole. Toujours dans la canne aussi, là? Toujours dans la canne, mais moi, c'est plus dans la diversification, tout ce que les racines, les patates douces, manioc, bananes. D'accord, on va en parler tout à l'heure de ça. Première vice-présidente avec Muriel Legros aussi, qui est avec nous ce soir. Merci de nous avoir accueillis en tout cas. Donc moi, Muriel Legros, je suis première vice-présidente de la FDSEA. Moi, je suis dans la FDSEA depuis la dernière convention Cannes qu'il y a eu en 2017. Oui. Donc, ça faisait déjà 5 ans que moi, j'étais installée et donc je me sentais totalement concernée par ça. Donc, j'ai voulu donner un coup de main à la filière et faire avancer mon travail. Et nous, en tant que femmes agricultrices, il faut qu'on arrive à s'affirmer aussi dans le milieu agricole. Et donc, moi, je fais de la canne sur Sainte-Marie et j'ai de l'élevage de poulets sur Saint-André. D'accord, d'accord. Alors, on a aussi le secrétaire adjoint, général adjoint, hein, avec Fabrice Sardon. Fabrice, comment il est? Fabrice Sardon. Sarnon, hein, voilà. Hein. Nouvellement arrivé dans la FDSEA ou bien sinon il est là depuis militant, depuis très longtemps? Hein. Très longtemps, peut-être pas, mais un petit moment quand même. Ouais. Commencé avec les GIA. Et après, j'aime bien... C'est quoi les GIA? Hein? Les GIA, c'est les jeunes agriculteurs. D'accord, voilà. Donc, tout le monde a commencé en tant que GIA. Et après, comme on est accompagné aussi, on accompagne les GIA pour arriver à la FDSEA. Donc, c'est moins de 35 ans les GIA. Donc, après passer les 35 ans, on devient FDSEA ou FDSEA. D'accord. Voilà. D'accord. Et toujours dans la canne aussi ou la canne et maraîchage. Maraîchage. Voilà. Ouais. Alors, on va commencer cette émission parce que tout le monde s'est présenté à peu près parce que la canne, c'est quand même 56% du territoire planté ici à La Réunion. Ça fait quand même, comme on dit, que la canne, c'est la clé de voûte de l'agriculture ici à La Réunion. Monsieur Gigant, la canne, il y a beaucoup de choses à dire sur la canne. Hein. On va commencer tout de suite pour cette alternative. Là, hein. Est-ce qu'un jour, on peut penser La Réunion sans canne à sucre? Hein? On peut tout imaginer, mais pas dans un cours, pas dans les années à venir, court en tous les cas. Depuis 2017, on parle de... Si vraiment un jour, on n'arrive pas à trouver une alternative, une vraie alternative avec la canne, soit de l'énergie ou prendre toutes ses capacités, parce qu'aujourd'hui la canne, elle est sa capacité d'exploiter, elle est à peine à 20%. Parce qu'on peut faire énormément de choses avec la canne. Alors, on peut faire du sucre, ça c'est la première chose.
peut faire de la bagasse, donc de l'électricité aussi, deuxième chose, parce que l'électricité, c'est quand même aujourd'hui 12% de l'économie énergétique de la Réunion en termes d'électricité. On peut faire de l'engrais aussi, non? Oui, aussi dans les champs. Oui, il y a aussi les résidus de la canne qu'on remet dans les champs qui servent à faire de l'engrais. Aujourd'hui, on fait du rhum énormément. On fait du rhum aussi. On fait de l'éthanol aussi. Voilà. De l'éthanol à La Réunion qui n'est pas remis sur le marché des stations pour les voitures, mais qui partent à l'usine du Gol pour faire tourner l'usine, pour faire tourner les turbines pour l'électricité en intercampagne, et pendant la campagne qui aide aussi à faire tourner l'usine pour les besoins de broyer la canne. Et puis une cinquième qualité qu'on peut retrouver avec la canne, mais qui est négligeable un petit peu avec tout le monde, mais qui n'est pas comptabilisée, c'est ce phénomène d'érosion qu'on a à La Réunion, et c'est cette canne qui permet à soutenir toute nos terres et éviter que toute cette terre-là se retrouve dans la mer, puisqu'on habite sur un cône, on sait, et donc dans les grosses pluies, et ben si la terre se retrouve dans la mer, la mer est polluée avec tout ça, et donc la canne sert aussi à tout ça. Donc on a parlé de 2017, puisque en 2017 on avait annoncé que ça va être la fin de la canne avec la fin des quotas aussi, donc les quotas européens. Donc du coup aujourd'hui on est en 2022, la canne est toujours là. Est-ce qu'on a trouvé à la canne ces nettes de noblesse? Qu'est-ce qu'on a trouvé à la canne, ces qualités qui font qu'aujourd'hui, même après 2017, elle est toujours là? Mais la canne, c'est 21 000 hectares encore aujourd'hui à La Réunion. 21 000 hectares, c'est pas rien. Sur 58 000 hectares en SAU exploité à La Réunion. Élevage, maraîchage, tout le reste de l'agriculture. Mais si demain matin, on imagine du jour au lendemain, on raye la canne, ça va être un déséquilibre total. L'érosion, les problèmes environnementaux, quand vous dites l'érosion, mais il n'y a pas que ça. La canne capte tout le CO2 produit à La Réunion tous les ans, tous les jours, et quasiment toute la longueur de l'année, le temps qu'elle refasse son cycle. Et la canne, ses précapacités, on n'est à même pas 20% de sa précapacité de faire encore des choses, des barquettes, des chaussures, des sacs, de la toile. On peut faire tout ça, et du papier, parce que j'ai lu un truc là dernièrement où, avec de la bagasse, le résidu de la bagasse, on peut faire aussi du papier. Mais au-delà de tout ça, il y a toute cette économie que fait tourner la canne à sucre, parce que la canne emploie à peu près 14 000 personnes, directes et indirectes à La Réunion, ce qui fait, ça représente à peu près 13% des embauches dans le secteur privé. Donc, c'est pas négligeable quand même. C'est pas rien. Par exemple, allez voir un petit cours Muriel Legros de l'autre côté, qui aussi vous fait de la canne. Oui, tout à fait. Fait de la canne. Et la canne est vraiment ancrée dans une tradition dans votre famille? Moi, oui. Moi, j'ai récupéré l'exploitation de mon père avant. Oui, donc mon père a toujours été dans l'agriculture et dans la comme canne. on dit, vous n'avez pas gagné ça par alliance ou non? Non. Et puis, j'avais mon grand-père qui faisait du vétiver, donc du géranium. Donc voilà, j'ai des antécédents agricoles dans la famille, et je suis moi-même fille. On était 3 filles à la maison, et c'est moi qui ai repris l'exploitation familiale, parce que pour moi, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de retrouver retrouver l'agriculture et continuer à perpétuer ça. Parce que sinon, si c'était pas moi qui reprenais, mon père, il aurait revendu à quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. Et pas forcément peut-être un agriculteur, mais peut-être qui sait, peut-être quelqu'un qui va construire des parcelles, un constructeur ou c'est ça. Un promoteur. Donc la fibre agricole a toujours été là. Donc j'ai récupéré l'exploitation de canne. C'est vrai qu'au départ, c'était assez compliqué en tant que femme. Mais après, il faut tenir. Et puis, le travail, c'est dur pour tout le monde. Donc, mais aujourd'hui, il faut nous, agriculteurs, on arrive à vivre de la canne. Bien sûr. C'est essentiel, quoi. Fabrice aussi, aussi, tu es fils d'agriculteur? Oui, fils d'agriculteur, et puis nous, ma couleur, et puis voilà, c'est un Indien. N'ayons pas peur de mots, un vrai Malbar, ancré dans la tradition. Un vrai Malbar, mes parents, Malbar, donc nous l'avons ancré là-dedans, tout le monde. Donc moi, c'est une fierté. En fait, mes grands-parents, arrière-grands-parents, ils sortent de l'Inde, donc arrivés ici, ils avaient après 1848, en tant qu'engagé. Ils ont pu acheter une petite parcelle. Et pour moi, c'est une fierté.
Fierté de dire que voilà, on a une parcelle, une produit de la canne. La canne a pu faire évoluer, elle a pu transmettre à nous, aller à l'école, faire autre chose aussi. Donc la canne est très importante pour nous en tant que Malban. Ouais, bien sûr. Alors il faut savoir aussi que la canne a eu beaucoup de péripéties. Hein. Et depuis 1929, on étudie la canne à La Réunion, ce qui fait que à La Réunion, c'est vraiment un terroir où on connaît la canne jusqu'au bout des doigts, puisque c'est, rappelez-vous, monsieur Gigant, en 1929, il y avait ce qu'on appelait encore le cerf dans le temps, hein, qui étudiait la canne, hein, donc qui a fait en sorte qu'on arrive à développer la canne et trouver des nouvelles souches, variétés pour permettre d'avoir un petit peu plus de sucre. Et aujourd'hui, on est dans le monde entier, l'endroit, la petite département Réunion qui connaît le plus sur la canne. Hein, ça, c'est quand même une fierté. Et si demain, on arrête la filière canne à La Réunion, et ben, on arrête aussi toutes ces connaissances acquises depuis des années. C'est ça ? Oui, tout à fait. La Réunion était un pionnier dans les variétés. Plein de variétés de la Réunion étaient répandues dans le monde. Mais bon, nous, on regrette un peu qu'on a utilisé les planteurs réunionnais pour créer ce centre de recherche. Qu'aujourd'hui, les résultats pour nous sont un peu décevants parce que on est payé sur le sucre. Et pas sur la bagasse. Mais le calcul de la formule aujourd'hui, il n'y a pas que le sucre. Il y a aussi la pénalisation sur le trop de fibres. Tout ça, il faut qu'à un moment on remette sur la table et qu'on révise un peu toutes les choses qui n'est pas bon dans ce protocole, dans le fameux calcul de la richesse et tout ça. Mais bon, ça ne sera pas fait du jour au lendemain. Mais vous êtes payé aussi sur la bagasse aujourd'hui, parce que entre à peu près 14-15 euros la tonne de bagasse, c'est ce qu'on appelle 12,20 €. Plus ça, c'était les chiffres de 2000, il y a 3 ans, 4 ans. Ouais, c'est quasiment 14 €. Ouais. 14 € à peu près. Hein, et cette prime bagasse qu'on appelle ça, vous estimez que ce n'est pas une prime, mais c'est vraiment un dû. Hein, parce un dû et une prime, c'est pas pareil du tout. Non, il y a eu la prime bagasse à 1,80 €. Ensuite, il y a eu la valeur énergétique qui a été reconnue à un moment, qu'on fait de l'énergie avec. Mais aujourd'hui, cette valeur-là n'est pas encore la vraie valeur pour nous. Il faudra vraiment qu'on pousse ça plus loin demain matin. Parce que moi, je suis sûr que je ne suis pas expert, mais j'entends les gens plus haut placés qui me disent la valeur, c'est pas encore cette vraie valeur-là qu'on devrait toucher. Bon, bref, aujourd'hui, on touche ça, on est content, mais on va faire évoluer tout ça dans le temps. On va bientôt rentrer dans une convention en 2022. Au bout de tous les 5 ans, on se remet autour de la table et on rediscute des conditions d'achat et tout le reste. Et là, on va repartir vers ça là, avant la prochaine campagne. D'accord. Et ça va être tout ça à négocier. Le but, l'intérêt des agriculteurs, ça serait que ce travail-là soit fait avec tous les syndicats. D'accord. Cette guerre, si on peut appeler ça comme ça, entre les agriculteurs d'un côté et les usiniers de l'autre côté, ça existe depuis très très longtemps, ça. Hein. D'ailleurs, il fut un temps où il passait pas une semaine en période de coupe s'il n'y avait pas une grève des agriculteurs pour faire fermer l'usine. On s'est assagi. Voilà. Actuellement, c'est bien. Hein. Vous avez grandi à Sagi, comme tu dis, Sarah. Mais je veux dire que le sujet, vraiment le problème, pour que les gens qui nous regardent puissent comprendre, hein, c'est quoi vraiment ce problème entre les agriculteurs et l'usinier? Ce problème de bagasse? Ce problème de prix de sucre? Ce problème de quota qui peut être plus européen? Ce problème de transformation d'un produit qui appartient au départ à des agriculteurs et non pas des usiniers? Non, moi, il dit que tout travail mérite son salaire. Donc, demain, quand ça va, je ne connais pas, mais on s'achète 2 œufs. Il dit, c'est 1 € l'œuf, ben, vous prenez 1 € l'œuf. Aujourd'hui, le carnier, quand il salive sa canne est saine, loyale et marchande. Donc, l'usinier, il doit payer à nos justes valeurs. Il doit pas essayer de négocier sur le prix parce que dit quand il a fini, mais ça attire moins les foudres des usiniers. Mais voilà, quand il a fini acheter notre canne, il fait son sucre. Quand il revend là-bas, nous ne vient pas mailler, nous.
Mais quand nous vient vendre à notre canne, il faut regarder la labeur du travail derrière, tout ce que nous avons à charge, parce qu'il ne dit pas comme ça, mais nous avons des travailleurs à payer, nous avons l'engrais à acheter, nous avons du désherbant, nous avons plein d'intrants aujourd'hui que le prix a explosé. Donc aujourd'hui, il faut nous arriver à suivre ça. Mais ça, sans pour autant faire l'avocat du diable, veut dire qu'aujourd'hui, qui fait le prix? Est-ce que c'est l'usinier ou bien c'est les agriculteurs qui font le prix du sucre qui se vend en Europe? En fait, nous, on a un coût de production. Oui. Donc, si notre coût de production est supérieur à ce que ils payent à nous, ouais. Ben, il est tout à fait normal que nous réclament. Nous ne pouvons pas travailler à perte. Et là, aujourd'hui, c'est ça. L'impact, c'est que la main-d'œuvre a augmenté, les intrants, comme Sarah a dit, pratiquement triplé. Quand on dit les intrants, c'est les engrais, c'est les herbants et tout ça. En fait, nous, nous sommes en Europe, donc il y a le coût de transport, il y a plein de choses qui fait que le prix a augmenté. En fait, Tereos, nous nommons le nom, c'est Tereos. En fait, qui achète, c'est le seul. C'est le seul qui achète notre canne ici à La Réunion. De toute façon, ils n'ont pas le choix, de toute façon. S'ils décident demain que c'est ce prix-là ou rien d'autre, votre canne, ils vont pourrir sur pied ou bien on ne peut pas vendre autre chose à quelqu'un d'autre. Vous êtes un petit peu pris entre le marteau et l'enclume, comme ça on dit ça? C'est nous chercher où on peut tirer d'autres personnes qui peuvent venir acheter la canne aussi. Il y a 2 usines à La Réunion. Il y a le Golf et puis Parouche. Et c'est Tereos, les deux. Donc du coup, quand je vous dis que vous êtes pris entre le marteau et l'enclume, c'est vraiment entre Tereos et Tereos, parce que là, c'est le pot de thé un petit peu contre le pot de fer ou le pot d'eau. C'est sûr. Et que, est-ce que la voix des agriculteurs compte vraiment Monsieur Gigamp, qui est le président aujourd'hui de la FDSEA, peut me dire ça. Est-ce que vraiment la voix des agriculteurs porte très haut les discussions et les solutions qu'apporte Tereos ici à La Réunion? On espère, parce que en créant là, notre syndicat n'a pas encore signé, mais en créant là l'intersyndical, travailler en commun avec tout le monde, quels que soient les syndicats, dans l'intérêt des planteurs, pouvait montrer, on vient de dire, les intrants doublés, l'engrais, le désherbant quasiment doublé sur tous les produits. Ça, c'est un exemple. La main-d'œuvre augmentée, tout augmente, un tracteur augmenté, un 4x4 augmenté, tout ce qu'on a besoin pour produire la canne augmentée. Maintenant, c'est une évidence qu'il faut qu'il y ait de l'augmentation pour qu'on arrive à continuer à avoir un coût de production qui nous permet, en finale, avec le résultat, qu'on arrive à s'en sortir et que l'agriculteur peut vivre au moins de son travail. C'est tout ça. Peut vivre au moins de son travail. Ce qui me permet à passer à une chose, sans pour autant quitter la filière canne, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un petit peu de débat actuellement à La Réunion entre quelques personnes qui veulent produire la canne pour le sucre, c'est pour ça qu'on appelle ça la canne à sucre, et puis d'autres qui veulent produire la canne pour la bagasse et donc créer de l'énergie avec, puisque le sucre devient de moins en moins compétitif. C'est pour ça que les quotas en 2017 par l'Europe a été revu à la baisse. Aujourd'hui, il y a un centre qui était l'ancien CF et ça a changé de nom, je ne me rappelle plus. Aircan, pardon. Aircan. Et ils avaient trouvé une canne qui était très bien avant, qu'on appelait le R570, mais ça, tous les agriculteurs le savent. Ces derniers temps, il y a une nouvelle canne qui s'appelle le R587. Le 587, je me suis allé faire un petit peu de recherche, c'est le 587e tube à essai qu'ils ont fait pour trouver que c'était le bon. Ce R587, c'est une canne qui est beaucoup plus fibreuse, qui a moins de sucre d'ailleurs, et donc qui pourrait quand même favoriser la partie énergétique de cette canne à sucre. Ça divise les planteurs actuellement. Peut-être que Muriel Legros peut nous en parler un petit peu de cette division de ces agriculteurs avec le sucre d'un côté, de la bagasse de l'autre côté. Pour moi, il n'y a pas de division parce que les variétés qui sont sorties par Aircan, c'est des variétés où elles sont sélectionnées par rapport au climat. Aircan appartient à Tereos, Oui, mais par rapport au climat, par rapport à plein de choses. Donc la 587, elle n'est pas forcément plantée dans les bas. Et du coup, elle est plus plantée dans les hauts. Donc, du coup, pour moi, mettre la 587 partout, c'est pas possible. Voilà. Donc, après, il y a effectivement des agriculteurs qui préfèrent travailler plus sur le tonnage que sur la richesse de la canne.
Mais après, bon, ben, c'est chacun qui voit midi à sa porte, quoi. Ça dépend de ce que chacun recherche. D'accord. Est-ce que la fin des quotas un jour ou l'autre va arriver et que est-ce que cette canne plus fibreuse, c'est pas un petit peu l'alternative pour cette transition en fait pour la fin de ces quotas qui un jour ou l'autre va arriver puisque notre sucre est beaucoup plus cher que le sucre des autres pays avoisinants. La fin des quotas a déjà eu lieu il y a 2 ans. On a remis 38 millions dans 18 millions à la Guadeloupe ou un peu moins, exactement, et 28 millions pour la Réunion. Ouais. La fin des quotas a déjà eu lieu. Là, pour le moment, c'est l'État qui compense. Et on va voir jusqu'à quand l'État va accompagner. L'État n'a pas le choix pour le moment. Comment elle va faire pour remplacer 21 000 hectares de terre qu'on laisse en friche, comme ça, du jour au lendemain, qu'on laisse les rats polluer, qu'on laisse les friches monter. Non, c'est... Et surtout 14 000 personnes qui ont envie. qui se retrouvent au chômage. Non, c'est impensable. Maintenant, alors allons dire que si demain matin, l'énergie nous fait gagner plus d'argent que le faire du sucre, parce qu'aujourd'hui, notre canne qu'on fait, dans le protocole d'achat, c'est le sucre qu'on a besoin. On utilise d'autres choses, comme la bagasse, comme le rhum. Le rhum, déjà, on n'est même pas payé. On s'est fait voler le rhum depuis Justement, j'allais vous dire que vous êtes payé sur le avec nos anciens nous ont donné le rhum. Parce que pour eux, on ne savait pas faire. On connaît. Comme c'est à boire avec modération, c'est peut-être à cause de cela aussi. Et voilà. Maintenant, tout ça, moi, je pense que si vraiment l'usine n'est pas... Ils sont pas des imbéciles, ils voient. Ils savent, d'année en année, on a du mal à arriver 1800, 1900. On visait 2 millions de tonnes de canne. Ouais. On n'est quasiment jamais arrivé. Et pourtant, on avait un quota pour ça. Et aujourd'hui, on est encore payé quasiment sur cette base-là, nous, sur la canne achetée à La Réunion. Maintenant, si l'usine, si l'État voit qu'il y a plus d'intérêt d'accompagner cette filière, mais qu'ils nous disent. On va le savoir là, dans la prochaine convention. Les agriculteurs vont prendre la décision de continuer de planter ou de diminuer, de diversifier. Ça sera selon, c'est comme la carotte qu'on donne un lapin. S'il préfère la carotte, il prend la carotte. S'il préfère la salade, il prend la salade. Et il y a des agriculteurs qui ont commencé un petit peu à se diversifier. Parce que j'ai vérifié que sur 100 hectares de canne qui est plantée, 10 hectares est réservé à une culture qu'on appelle une culture alternée. C'est-à-dire que j'ai vérifié, les légumes c'est 1% de cette terre cultivée qui peut être. Les fruits, 3%. Et puis après, les fourrages aussi pour les animaux. C'est aussi des alternatives qu'on met en place actuellement autour de cette canne-là. Donc, ça revient on va passer un petit peu à la suite de cette émission. Là, on va parler un petit peu plus aujourd'hui de ces autres agriculteurs qui ne peut-être plantent pas que seulement de la canne à sucre, mais qui font aussi de l'élevage aussi, et qui plantent aussi du fourrage, par exemple, et qui sont des agriculteurs, et que je les appelle des planteurs-éleveurs. Voilà, les planteurs-éleveurs, il y en a de plus en plus actuellement. Peut-être que ça va à côté un petit peu, puisque toi, tu fais pas seulement de la canne, tu fais aussi autre chose que la canne. Et tu sens le vent venir, ou bien sinon, c'était vraiment dans une stratégie commerciale de dire que entre les deux coupes, on fait autre chose pour essayer de gagner un petit monnaie en plus. En fait, j'ai grandi comme ça. Mon papa, il faisait de la canne, mais à côté, il avait déjà de la diversification. On n'avait pas tous les normes que l'on a aujourd'hui, mais il avait l'élevage cochon, il avait l'élevage lapin, on avait canard, poule, et nous avions notre potager. Nous étions ça livre chez Alfred Saint-Benoît là-bas tous les samedis. C'est coucou Alfred. Je ne connais pas que c'est ailé, mais je pense que moi. C'est une boutique chinoise que Bénédictin va reconnaître. Mais nous étions ça livré, notre lapin, notre cochon. Voilà, il n'y a pas les normes que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les traits réglementés, tout ça. Mais nous l'avions déjà la diversification parce que papa me rappelle, nous utilisait le lisier de porc et nous mettait dans les cannes. Donc à ce moment-là, elle était déjà en place et nous l'était bien, quoi. Elle n'avait pas trop de problèmes de maladies, de tout ça. Bon, moi, si elle a décidé de faire de la patate douce et du manioc, c'est parce que monsieur il fait de la canne. Et lui, il parle pas de diversification, lui, il est cannier à 100 pour 1000. Donc, moi, il me dit non, mais moi, j'ai besoin de planter une affaire que m'y mange. Et moi, mais c'est une grande mangeuse, donc il faut me prendre des affaires que m'y aime manger. Donc la patate douce, c'était comme ça, nous l'a essayé. Une fois, elle a réussi, nous l'a eu plein de demandes. Et ne me dirait pas que moi, elle est en bio, mais elle n'utilise pas de pesticides.
Donc, nous essayons de faire une patate douce saine. Et après, une fois, on a eu une discussion avec le président de chambre, Frédéric Vienne. Et il a dit, c'est l'avenir. Lui aussi, il fait de la patate douce. Il a dit, pourquoi pas, allons essayer de faire une affaire pour la farine de patate douce, la farine de manioc, la farine de fruits à pain. N'a pas que la canne. Mais il dit, pourquoi pas? Donc, nous dit, allons, nous va essayer. Et nous voit qu'aujourd'hui, les frites de patates douces, là, en vogue. Les gens, ils adorent ça, ils arrachent, le mauve, le carotte, l'affaire. Tout le monde, il demande que ça. Les chips, ça va comme des petits pains. Et il dit, pourquoi pas? Après, moi, je l'ai grandi et je l'ai vécu avec la canne, les fils de Cagné, mais aujourd'hui, il faudrait peut-être, nous regarder un petit peu. On n'est pas tout seul. On est parti dans toujours du végétal, mais il y a Muriel Legros qui est allé dans plutôt de l'animal. C'est-à-dire que où élève des poules, des canards, des oies, mais je ne sais pas quoi, mais entre deux coupes de canne. Nous, c'est de la poule de chair. Ouais. Donc, c'est quand on travaille dans la canne depuis quelques temps et que on voit que les choses n'avancent pas forcément et que les revenus ne sont pas ce qu'on espère et qu'on a énormément de charges qui augmentent. Donc, à un moment donné, on essaye de réfléchir et on a eu l'opportunité de trouver une exploitation de poulets de chair. Donc, on est rentré dedans. On est bien content d'être éleveur aujourd'hui. Au-delà de ça, que ce soit pour l'élevage de bovins lait ou bovins viande, etc., de toute façon, nous, dans la canne, quand on a fini de couper, généralement, on fait des bottes de paille de canne qui partent directement dans les élevages, soit à la plaine des Cafes, à la plaine des Balmis ou dans les Hauts-de-Saint-Joseph, etc. Donc, ça permet aussi de pallier aussi à ce manque de fourrage qu'il y a dans les Hauts. Donc, on essaye de contribuer comme on dit tout à l'heure, avec la canne, rien n'est perdu. Voilà, tout est réutilisé. C'est comme le cochon. C'est comme le cochon. Tout est bon. Peut-être que Fabrice, dis-moi, est-ce que être agriculteur aujourd'hui, c'est un petit peu dormir avec ce qu'on appelle une épée de Damoclès sur la tête, c'est-à-dire que ne pas savoir si demain ça tombe sur où, ça va pas tomber sur où. Est-ce que l'avenir pour un agriculteur dans la canne, et où peut dire moi ça puisqu'on est là depuis des générations, c'est certain ou incertain encore actuellement? Moi, je suis confiant, moi, j'ai envie que la canne il persiste et il continue. Après, c'est l'équilibre aussi. Si il arrête la canne, après, les autres secteurs, les autres filières, qu'il soit le maraîchage, l'élevage, tout ça, on a besoin de la canne. La canne, il permet aussi de dépendre des lisiers, dans les champs. Le fumier, l'écume que nous met pour les plantations. La canne, c'est l'équilibre. Après, la canne, il permet aussi garder ce marché-là. Parce que le maraîchage, si tout le monde diminue la canne, va vers le maraîchage, nous produisons 90% pratiquement de maraîchage à La Réunion. Donc on est presque en autosuffisance au niveau maraîchère ici à La Réunion. Voilà. Donc, il nous reste un petit peu de viande parce que en viande on n'est pas encore à 100%. L'autosuffisance à La Réunion, c'est pas pour demain la veille, puisque il y a 800 000 personnes et les éleveurs et les agriculteurs ne sont peut-être pas assez nombreux, ou en tout cas on fournit pas assez pour donner à manger à toute cette population réunionnaise. Et on est loin de l'Europe aussi. On est loin de l'Europe. Voilà. Un jour, s'il y a un blocus ou autre, un truc comme ça, il faut produire quand même des légumes ou autre, de la viande pour pouvoir nourrir la population. Nourrir la population. Ouais, Monsieur G, quand notre grand-parent disait à nous que dans la guerre, il n'avait pas rien pour manger et que s'il avait point des agriculteurs et des gens, tu plantes, tu ne manges pas rien, tu meurs de faim. Les agriculteurs, c'est vraiment pas seulement dans la guerre récemment. Démarrage du Covid, vous l'avez vu quand on a été confiné. Tout le monde, comme ça, tout le monde a imaginé. La puis m'a dit son gros loto, son téléphone, tout le reste, son gros casse, elle m'a dit de manger. Manger, t'es mis pieds non qu'on manger. S'il a pu manger, comment on fait? Là. Ça y amène moi à dire d'un petit sujet que nous voulons absolument aborder là, c'est-à-dire que les produits importés sont beaucoup moins chers que les produits pays. Ça, c'est une réalité. Ce phénomène-là, c'est un petit peu un blocage pour toutes les personnes qui aimeraient vraiment consommer pays. Et comment faire pour faire croire ou bien vraiment persuader ces gens-là en disant que le produit pays est meilleur que le produit importé. Et même si le produit pays est un petit peu plus cher, il faut consommer pays. Alors, le blocage, moi, je dirais pas qu'il y ait un blocage. Parce que comme ils voient les débuts de mois, les fils d'embouteillage qu'on a devant les fast-food, je ne prononce pas le nom, mais les fast-food, tu
je te pose la question, quand les gens crient parce qu'une botte d'ail coûte 15 € le kilo. Parce que là-bas, c'est pas bon marché, là-bas. C'est pas bon marché, mais désolé. Quand tu manges à 2, là-bas, tu manges pour 30-40 €. C'est clair. Il vaut mieux acheter un barquette d'un bon chemin, 5 €, 6 €, il revient moins cher encore. Donc, les produits pays, mais ils pensent que les abordables à tout le monde. Oui. Et quand on nous dit produits pays, nous connaissons où ça notre produit sort, que ça nous la mettre dedans. Il y a une traçabilité. Voilà, on a une traçabilité. Et puis même aujourd'hui, le client lambda, il peut venir sur l'exploitation et regarder l'agriculteur travailler. Mais là, le produit sort, je sais pas où ça là. Est-ce que nous gagnons à aller vérifier que ça en a dedans? Oui. Que ça en a dedans, quel produit? Ça, quand ils sortent en Espagne, en Italie, je sais pas où ils arrivent là. Nous ne connaissons pas les produits en a dedans. Mais nous, ici, la Réunion, nous connaissons. Et franchement, quand on prend la différence entre un oignon, ils sortent Madagascar, et un oignon, la Réunion, au Dieu, il pleut qu'on puisse oignons payer. Bien sûr, bien sûr. Alors, il veut dire qu'il est meilleur et que même l'autre avec pays. lunettes. Hein? Même avec lunettes. Et vous connaissez que ça dit dans le bande oignon quand il pleure ou quand on pleure. Hein? Elle dit si on pleure, ça veut dire que ou les jaloux. Et si on pleure pas, il veut dire qu'on a péché. Il faut ça fait qu'on fait ça. Bon, ben, je suis jalouse alors. Voilà. Donc vaut mieux plaire. Hein? Vaut mieux plaire. Donc vaut mieux qu'on s'en paye. Nous arrivons à la fin de cette émission là. Oui. Juste un mot aussi. Fabrice. C'est par rapport aussi par la main d'œuvre aussi. Et nous est loin de l'Europe aussi. Donc les intrants, est beaucoup plus cher. C'est pour ça. Et puis il y a une concurrence un petit peu, je dirais pas déloyale, mais avec Madagascar à côté qui fournit les oignons et ces ails qui sont à 0,50 centimes d'euros quitter Madagascar, alors qu'ici c'est complètement... C'est impossible de faire des oignons à ce prix-là. Et après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, en tant que... Enfin, en France et dans l'Union européenne, on a des réglementations qui fait qu'on a un cahier des charges bien précis, tandis que toutes les viandes ou les légumes qui sortent d'à côté, ben, ils ont leur propre cahier des charges et c'est pas forcément des produits qui sont consommables par les gens, mais qui sont vendus quand même ici à des prix. Voilà, d'accord. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission et puis après, M. Dominique Gigon, un petit peu l'avenir de la FDSEA, les gros chantiers, on va dire, que vous veut mettre en place pour pouvoir améliorer un petit peu le cadre de vie, en tout cas, la vie des agriculteurs de Zotman, parce que toute l'agriculture là-dedans. Voilà, une nouvelle équipe de la FDSEA qui a été élue récemment. Il y a 4 membres du bureau, dont le président, premier vice-président, deuxième et secrétaire adjoint. Et on est à 9 au bureau. Le travail de la FDSEA, c'est quoi? C'est défendre au mieux les intérêts des agriculteurs. Partout où on a besoin de nous, on ira. C'est-à-dire, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ci, pourquoi ça? On fait des réunions avec les instances concernées et on essaye de trouver des solutions pour que ça aille mieux pour les agriculteurs. Là, on prend un exemple, les éleveurs de Salazie, ils ont un gros problème avec leur centre de méthanisation, de mélange pour faire des granulés pour leurs élevages. Et là, ça coince, mais tout le monde se rejette la balle. La semaine prochaine, j'irai voir. Et certainement, on va demander des réunions, on va essayer de pousser pour que ces éleveurs-là, rapidement, ils aient une solution pour continuer à travailler correctement. D'accord. En tout cas, fédérer tous les agriculteurs entre eux pour faire en sorte d'avoir une voix qui porte plus haut. Et aussi rajouter, c'est qu'à la FDSEA, nous, on a la chance, c'est que nous, on a la section féminine, dont elle est la présidente de la commission des agricultrices. Maintenant, pour venir un petit peu là, pour parler de ces femmes, parce que là, aujourd'hui, on a la parité la plus complète. Oui, là, hein. il faut. Voilà. Je pense que le président, il a bien vu cette année, c'est que dans son bureau, il fallait cette touche féminine, parce que nous, on est là pour canaliser Ali. Ouais. Donc il y avait besoin de nous et c'est pour ça nous les là. Et aussi c'est que nous avons un grand chantier pour les agricultrices. Hein. Nous avons cette fameuse mutuelle que nous n'arrivons pas à avoir. Nous avons ce 5 ans pour les collaboratrices que a été votée, mais sans regarder à nous vraiment, demande à nous notre avis parce que c'est nous les premières à être visées. Et puis il y en a plein de chantiers, il y en a plein d'actions que nous va mettre en place. Et moi je suis super contente de travailler cette année avec Dominique. Il n'était pas chose facile, mais je pense que nous avons fait une belle équipe cette année. D'accord. Après, il faut dire que dans les agriculteurs, généralement, c'est la femme qui tient vraiment les cordons de la bourse. Faut y aller. Qui compte, c'est lui qui fait la comptabilité, généralement. La case, pas comme ça, nous. La case, c'est monsieur qui occupe la carte bleue. On parle de comptabilité, il y a une différence entre la carte bleue et la comptabilité. Hein. Oui. En fait, le regard des femmes est très important parce que, comme elle était en train de dire, c'est dans la tous les jours et l'impacter sur le domaine agricole parce que on vit tous les jours ce truc-là et ce regard-là, il n'avait pas avant. N'avait pas, c'était nous, hommes, qui géraient un peu plus ce truc comme ça. Maintenant, on a le regard, il est plus facile à nous d'intégrer toutes ces valeurs-là. D'accord. Bon, vous avez remarqué qu'il aimait les femmes. Oui, il m'a remarqué. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les femmes. D'ailleurs, Fabrice Sarnon.
hein, voilà, qui est avec nous. Muriel Legros aussi qui est avec nous. Sarah Salah Ali, c'est ça. Et ensuite, Dominique Gigant, le président de la FDSEA. Mais moi, je voulais remercier surtout M. Jean-Claude Coindin, Oui. Canal Austral, de nous avoir reçus ce soir. Et un gros big up à Canal Austral. Ils font un travail formidable. Ils permettent à tout le monde de s'exprimer. Et continuez comme ça, M. Coindin. Je vous remercie beaucoup. Merci. Avec toute l'équipe qui est là. On va manger dans un instant. Là, En fait, j'aimerais dire quelque chose par rapport à quelqu'un qui était à la FDSEA, au JA aussi avant. C'est notre ami défunt Gérard Kanabadi, oui. grand constructeur de la FDSEA. Et Ouais, effectivement. Hein. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Nous allons continuer un instant dans une nouvelle émission avec Zot tout à l'heure à la cuisine parce que Bana là-bas, on fait un coq frites. Hein? Il ne connaît pas quoi ça donnait. Et ensuite, un poulet fumé au petit pois, carottes. Carottes, voilà exactement. Hein. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, une émission culturelle, une émission où on parle de la vie de tous les jours, de la vie réunionnaise aussi. Allez, à la semaine prochaine.